Bonjour et bienvenue sur Behind the Game, le podcast qui dévoile les coulisses du jeu vidéo dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Je suis Pauline et Clémence est avec moi aujourd'hui pour animer cette interview. Bonjour Clémence. Bonjour Pauline, bonjour à tous et toutes. Avant de commencer, donc un petit remerciement. Behind the Games peut exister grâce à notre partenariat avec Lyon Game Dev. Et qu'est-ce que Lyon Game Dev? Ni plus ni moins que l'association des professionnels du jeu vidéo lyonnais qui organise des rencontres et soutient les projets locaux dans le domaine. On vous le rappelle, si jamais vous aimez Behind the Game, n'hésitez pas à vous abonner ou en parler autour de vous. Chaque petit geste nous aide à développer le format. Et pour le podcast d'aujourd'hui, nous sommes très heureuses de pouvoir échanger avec une figure engagée et marseillaise, Aude Chenevaz-Paul. Aude, tu es donc directrice artistique, comment vas-tu? Eh bien, merci beaucoup Clémence Pauline, tout va bien, un petit peu stressée, mais on y va, let's go. On est un peu stressés aussi, hein. C'est une première pour nous, cette interview en format podcast, alors que d'habitude on filme. Donc voilà, on va se mettre à l'aise et ça va bien se passer. Tu nous as dit que tu étais directrice artistique. Si tu devais un peu nous pitcher ton métier là en 2 phrases, qu'est-ce que tu nous dirais? Les grandes lignes, c'est la même chose, on va dire, de manière générale, mais ça peut varier aussi un peu d'un poste à un autre. Mon métier en tant que directrice artistique, c'est d'assurer la cohérence visuelle d'un projet de A à Z, et plus particulièrement mon poste actuellement consiste à constituer les équipes d'artistes, à bien s'assurer que ces artistes suivent nos guidelines, en fait, et l'identité visuelle du projet sur lequel on travaille, et suivre avec eux la réalisation donc des œuvres qui leur sont commandées. Alors, artistique, c'est finalement un terme qui, dans les faits, est assez large. Est-ce que tu peux nous le définir un peu plus? Qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce que ça englobe? Bien, moi, je suis directrice artistique dans le jeu de rôle papier. Donc, ça peut énormément varier, du coup, selon si vous travaillez dans le son, dans le jeu vidéo, dans l'édition, etc. Mais directeur artistique, quand on parle d'artistique, c'est vraiment tout ce qui a attrait, on va dire, à la production artistique, la production d'art, c'est-à-dire musique, visuel, photo, même le choix de la typo, le maquettage, etc. Enfin, tous ces petits éléments qui font que vous produisez quelque chose au final. Le support, que ce soit support visuel ou les éléments qui le composent. Bref, tout ça, il faut prendre des décisions de ce à quoi ça va ressembler, ce que l'on va entendre. Et c'est ce que j'utiliserai comme terme pour définir la partie artistique de la chose. Après, vous avez les idées, mais ça c'est... Donc à la fois finalement créatif, cet aspect il est quand même essentiel, mais aussi beaucoup de production, de management par le côté direction. Absolument. Et du coup, tu as pu travailler sur ce côté artistique dans le jeu de rôle, tu viens de nous dire. Est-ce que tu as aussi travaillé dans d'autres domaines ou pas? Alors, dans mon parcours, lorsque je me suis lancée vraiment dans une partie plus artistique et moins organisation, on va dire, et moins management, etc., j'ai été concept artiste, et j'ai été concept artiste pour du jeu de rôle papier, dans de l'animation aussi. Et pour tout ce qui est jeux vidéo, j'ai surtout participé à des petits projets, des projets associatifs, etc. Et je travaille en lien avec des associations de jeux vidéo où là, j'interviens plus sur une partie événementielle, donc pas du tout artistique dans le jeu vidéo. Du coup, tu as plutôt travaillé le côté artistique avant dans plusieurs domaines, et quand tu t'es passé en gestion management, c'était plutôt sur du jeu de rôle, c'est ça? Oui et non, en fait, j'ai un parcours très chaotique. À la base, j'étais chef de produit dans la mode, avec notamment toute une partie donc direction artistique en photographie, et avec un regard aussi dans la mode. Puis ensuite, je suis passée concept artiste, orientée plutôt jeu de manière générale et animation, puis directrice artistique en jeu de rôle. Et là, sur un poste de directrice artistique, j'ai récupéré beaucoup de missions de management, justement. Donc, mes capacités d'organisation étaient très demandées, surtout pour encadrer les petits chats que peuvent être les artistes, tout aussi dissipés que des chatons qu'il faut arriver à remettre sur le droit chemin. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous définir aussi ce que c'est le jeu de rôle pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est? Alors, quand je parle de jeu de rôle, je parle de jeu de rôle sur table, parce que évidemment qu'il existe le genre jeu de rôle en jeu vidéo. Le jeu de rôle, tout simplement, ce sont des jeux où on incarne un personnage. On prend le rôle d'un personnage et on l'incarne. Donc, le jeu de rôle papier, on va dire le plus connu, qui en plus est revenu sur le devant de la scène avec tout ce qui se passe d'un point de vue pop culture, par exemple avec Stranger Things, ou encore avant ça il y avait Big Bang Theory, c'est Donjons et Dragons, donc par Wizard of the Coast. Je travaille pas pour eux, je précise, voilà,
typiquement l'exemple, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? Il en existe évidemment pléthore. Sinon, évidemment, jeu de rôle, on peut parler de jeu de rôle dans le jeu vidéo. On va penser, Baldur's Gate 3 qui est sorti en août l'année dernière et qui était déjà depuis longtemps dans l'Early Access. Bon, c'est aussi Donjons et Dragons en réalité, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Puis vous avez, je sais pas, Skyrim, toutes les séries Dragon Age ou encore Mass Effect de BioWare, etc., etc. Et on imagine souvent que c'est dans des univers médiévaux, mais en fait, il existe des jeux de rôle dans plein de genres différents, de ce que j'ai compris. Dans pratiquement tous les univers que l'on souhaite. Alors c'est vrai que je suis très tournée vers ce qu'on appelle le medfan, donc medieval fantasy, mais il existe autant de jeux de rôle qu'il n'existe de genre à la fantasy par exemple, ou aussi sci-fi, etc. On peut incarner un personnage dans n'importe quel type d'univers. Comment tu définirais un petit peu une journée type, ton quotidien en tant que directrice artistique, et donc plus particulièrement dans le jeu de rôle? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de journée type, ça dépend énormément des projets. Que ce soit dans le jeu de rôle ou le jeu vidéo, on fonctionne aussi sur ce même principe on a un cycle de production. Toute une partie de pré-prod, il y a une partie de production, toute une partie, on va dire, plus conceptualisation et une partie plus exécution. Alors dans le jeu de rôle plus particulièrement, on a peut-être pas autant de pré-prod qu'on peut avoir dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des concept artistes qui bossent à établir l'aspect visuel le lore de l'univers. On va plus souvent rentrer directement dans le sujet en travaillant en collaboration avec les auteurs et les équipes éditoriales qui travaillent énormément sur le world building et qui vont être à l'origine donc du coup de nos recherches visuelles et que l'on va ensuite donner aux équipes. Et donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'on a un projet, eh bien le projet il va vivre sur plusieurs mois voire plusieurs années et nos journées types peuvent varier en fonction justement de l'avancement du projet. Quand on est en phase de pré-prod, il s'agit de la recherche des équipes d'artistes avec lesquels on va travailler, puisque dans le studio dans lequel je travaille, on travaille essentiellement avec des artistes freelance, donc il s'agit de constituer les équipes, de les booker en avance, de négocier les tarifs. On a quelques artistes in-house aussi, mais c'est vrai que comme le jeu de rôle c'est quand même très niche et particulièrement en France, il n'y a pas beaucoup, on va dire, de postes à proprement parler en interne dans les studios. C'est souvent des travaux en freelance. Donc moi, donc cette partie-là, ça va être beaucoup de recherche, de revues de portfolio, recontacter les gens qui nous auraient contactés et envoyé leur candidature spontanée par exemple, ou juste repasser en revue mon annuaire, vérifier que leur grille de tarifaire s'accorde toujours avec la nôtre, etc., constituer les équipes, commencer à créer les commandes artistiques, enfin tout le chemin de fer artistique, tous les besoins que l'on va avoir, toute la liste des assets qu'on va avoir besoin pour la production graphique de nos livres, et ensuite attribuer les bonnes commandes aux bons artistes. Et après, on va dire, quand on est lancé dans la production vraiment du jeu en lui-même, on commence à avoir les textes, on peut déployer les artistes sur les textes correspondants, affiner les commandes, etc. Et là, il s'agit vraiment un peu de gérer ces artistes au jour le jour, vérifier où ils en ont, est-ce qu'ils vont réussir à tenir les deadlines, etc., jusqu'à enfin leur dire merci beaucoup, c'était super, il est temps de procéder à la facturation si on n'a pas déjà opté sur une facturation mensuelle, est-ce que c'est une facturation à la fin de commande, etc. Et ça, en fait, c'est tout le temps et on a plusieurs projets en même temps, donc je peux être en phase juste de validation avec une team qui a quasiment fini le jeu sur lequel elle est en train de travailler pendant que je suis en train de chercher la team qui va bosser sur le prochain jeu. Mine de rien, il faut arriver à suivre. Beaucoup de missions. Et justement, tu nous parles de plein de missions différentes, c'est trop cool. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les outils que tu vas utiliser pour ces différentes missions ? Alors je pense que les outils, en plus, ils varient certainement d'une société à une autre. Comme ça reste c'est un bon studio, mais c'est pas forcément un très grand studio. Du coup, moi, mes outils principaux sont Excel. J'adore Excel. Excel, c'est ma vie. Les tableurs, tout ça, c'est génial. Et on a une sorte de plateforme de gestion de tickets. On a favorisé ça parce que ça nous permet, en fait, d'ouvrir un ticket par commande et ça permet à toutes les équipes artistiques de pouvoir regarder en temps réel où en est la commande. Dans le cas où un ou une DA ne pourrait pas faire un retour, que quelqu'un d'autre puisse s'en occuper, etc. Ou que si l'auteurice veut voir où en est l'avancée des pièces relatives à son ouvrage et elle puisse en avoir la possibilité. Et en l'occurrence, nous, on utilise une plateforme qui s'appelle Redmine, une plateforme de gestion de tickets. C'est le cœur de beaucoup de métiers dont on soupçonne pas. Ah oui.
Et du coup, ce serait quoi un peu les principales compétences requises pour devenir directrice artistique? J'avais oublié, mais peut-être que je devrais dire que quand même, je bosse quand même énormément avec InDesign et Photoshop, forcément. Mais ça, c'est voilà. C'est logique. Forcément. Les compétences requises pour être directrice artistique, honnêtement, il faut avoir une bonne culture artistique de manière générale, une bonne culture générale, une bonne culture artistique. Il faut connaître ses fondamentaux dans l'art de manière générale, enfin en illustration dans mon cas bien particulier évidemment. C'est-à-dire que si je suis pas capable de repérer une erreur de composition ou une erreur de perspective, une erreur de lumière, etc. Bon, bah, ça va être difficile. C'est toujours possible d'encadrer un artiste et de la partie plus management de la chose, mais la partie prendre des décisions pour orienter l'artiste et lui dire là tu peux corriger ça comme ça, etc. Ça va être compliqué si on n'a pas ces fondamentaux là. Et du coup, moi, j'ai une question un petit peu plus spécifique, peut-être pour faire la comparaison entre le jeu vidéo et le jeu de rôle. Finalement, le jeu vidéo, quand on crée un jeu de rôle en jeu vidéo, tout ce qui peut se passer est anticipé, et produit et construit. Alors que le jeu de rôle papier, pardon, il y a beaucoup ça dépend beaucoup des joueurs, de leurs choix, etc. Comment on anticipe ça et comment c'est vu en jeu de rôle pour la création de ce type de support? D'un point de vue artistique, sur les illustrations qu'on peut trouver dans un livre de jeu de rôle, par exemple? Oui, c'est ça, parce que du coup, vous faites tout ce world building et vous entraînez l'imagination des joueurs qui va ensuite se développer. Alors forcément, il va y avoir des choses sur lesquelles on va prendre des partis pris, c'est-à-dire que là, on va pas imposer notre vision non plus, mais il va bien falloir qu'on arrive à illustrer les grandes lignes. Le but, c'est pas non plus de retranscrire ce qui est écrit dans le texte. Donc souvent, lorsqu'on commande une illustration, ce n'est pas illustré textuellement, enfin ce qui est écrit juste en face, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Justement, il y a le texte pour ça, les personnes peuvent s'imaginer. Mais ça va plutôt être des illustrations qui permettent de retranscrire l'atmosphère pour vraiment essayer de plonger les personnages et les joueurs dans cet univers-là. Alors évidemment, s'il y a des lieux qui sont très importants, on va les représenter. C'est comme je sais pas, on aurait du mal peut-être si on avait un livre jeu de rôle Game of Thrones, ce serait dommage de pas illustrer Port Royal, etc. Enfin, il y a des éléments clés comme ça qu'il faut illustrer absolument. Ce que l'on fait souvent, c'est que on fait des petites illustrations ou des demi-pages, voire des pleines pages, qui illustrent plutôt, on va dire, des objets du quotidien ou des petites scénettes, mais pas vraiment des choses trop importantes. Après, évidemment, lorsque c'est très important, comme par exemple, là, on a créé une déité, on veut qu'elle ait une certaine vibe, on va la représenter. Pour les personnages, ce que l'on fait, nous, dans le studio, c'est que, déjà, il faut représenter toutes les classes possibles qui existent. Et puis ensuite, s'il y a différents types d'espèces, dans le jeu, c'est important de toutes les représenter. Et à chaque fois, d'essayer de faire varier, genre, ethnicité, s'il y a des ethnicités différentes dans le jeu, etc. Le but, c'est vraiment d'essayer d'offrir le maximum de représentation possible lorsque l'on travaille sur ce genre de travaux, puisque pour nous, c'est important, en tout cas. Et pour vraiment donner la possibilité à tout le monde d'essayer de se projeter dessus. Et ça, c'est des choix purement artistiques, mais ce genre de choix doivent aussi se retrouver d'ailleurs d'un point de vue éditorial. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on amène ce genre de questions, notamment sur la représentation dans un jeu, ça se fait aussi sur des choix éditoriaux. Vraiment, on va essayer de retranscrire une vibe. C'est-à-dire que par exemple, si le jeu sur lequel je travaille, c'est inspiration de Danemark dans une ambiance un peu médiévale fantasy, eh bien forcément, on va essayer de retranscrire un petit peu cette atmosphère lorsque l'on va faire, par exemple, une illustration de village. Eh bien, on va aller faire des recherches justement sur l'architecture danoise, etc. On va faire des propositions dans ce sens. Le tout est pour soutenir, même si c'est juste un petit peu subtilement, ce qui peut être indiqué dans le texte. Donc ça consiste finalement à créer plus une ambiance que de créer un vrai décor à la tête des gens. Et alors on a pas mal parlé de ton métier actuel, ce qui est très cool. Ça pourrait être sympa qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, si tu peux nous en dire un peu plus sur tes études, si tu as été autodidacte sur certaines parties de tes casquettes, on va dire. Ouh là là. Ok, alors j'espère que vous êtes prêts. À la base, donc, moi, je viens d'une filière scientifique. Et j'ai fait maths sup, maths spé. Je me prédestinais plus ou moins à essayer d'intégrer une école d'ingénieur quand, entre-temps, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire. Et à la grande déception de mes parents, je décide donc, au milieu de maths spé, de dire, bon, écoutez, vous êtes bien gentil, mais ça m'intéresse pas. Je pars finir tranquillement mes études, ce cycle en licence. Je suis allée en licence de mathématiques, histoire de pas perdre le temps que j'avais déjà perdu, on va dire, en maths sup, maths spé pour terminer ça. Entre-temps, j'ai pas mal d'amis qui sont créatrices de vêtements, en fait, qui font des événements que j'aide pour faire des défilés, pour faire des photos, pour
plein de choses en fait, et je tombe un peu amoureuse de cette partie-là, cet aspect très créatif. Et donc du coup, à la fin de ma licence, je vais toquer à un master en management et marketing spécialisé textile et mode, en mode et je veux faire ce que vous faites. Et bon, par contre, je viens pas du tout d'école de commerce. On fait, c'est pas grave, vous avez l'air motivé, et par force de conviction, je suis rentrée. Et bon, ça m'a pas empêché de finir sans aucun problème ma formation en master marketing et management de la mode. J'ai fait des petits diplômes à la Centrale Saint-Martin aussi en direction artistique pour la mode. J'étais pareil. Et j'ai bossé du coup dans le textile et la mode pendant près de 7 ans. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été vendeuse, j'ai été coordinatrice de showroom dans le luxe, j'ai été analyste merchandising, où là j'ai utilisé mes capacités sur Excel et mon amour des maths pour faire des analyses de vente pendant un certain temps. Ensuite, j'ai été coordinatrice e-commerce, moi qui a été super orientée web et e-commerce, j'ai beaucoup aimé ça. Et ensuite, j'ai été chef de produit pendant 4-5 ans pour une marque de sous-vêtements et maillots de bain pour hommes, où c'était aussi très 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 cool. Et sur la fin de mon parcours à ce niveau-là, en fait, je m'étais remis à dessiner sur une tablette. C'est la première fois que je dessinais sur tablette graphique. J'avais une amie qui travaillait dans le jeu vidéo, qui a vu ce que je faisais et qui me disait: ah mais attends, faudrait carrément que tu fasses ça de ta vie. Je dis: oui mais non. Et elle m'a amenée à l'EGX Reset à Londres, pour rencontrer d'autres développeurs, etc. Et ça s'était super bien passé. Et du coup, je m'étais lancée en freelance sur mes 2 dernières années en poste dans la mode, où du coup, je faisais quelques petites missions en tant que concept artiste freelance, spécialisé costume, en plus de mon travail actuel, jusqu'à ce que je saute le pas et que je change d'industrie. Et donc, pour répondre à ta question, tu en concluras que sur la partie illustration, j'étais un peu autodidacte. C'est-à-dire que je m'étais lancée sur ma tablette graphique et j'ai pris des cours en ligne. J'ai fait pratiquement toutes les formations qui étaient disponibles sur la plateforme de digitalpainting.school. Je fais pas forcément leur pub, mais en tout cas, leurs cours sont très bien fichus. Et j'ai aussi pris d'autres cours à côté, etc. Donc là, sur cette partie, autodidacte, absolument. Ok, bah c'est parcours, c'est vrai que c'est mouvementé. Un peu. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu nous as parlé de début d'études en maths. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit quelque chose de spécial, où tu t'es dit non, en fait, c'est pas ça que je veux faire, je veux vraiment tester autre chose, quoi. Alors honnêtement, déjà maths sup, maths spé, surtout que j'étais partie en MPSI puis ensuite en PSI étoile, c'est physique, sciences de l'ingénieur. Déjà il y a plusieurs choses. À ce niveau-là, déjà j'ai réalisé qu'en fait je voulais pas être ingénieur, ça m'intéressait pas du tout. Donc déjà, bon, quand on est en maths sup, maths spé, on se dit pourquoi je m'impose ça si au final j'ai pas réellement envie d'intégrer une école d'ingé. Et puis aussi, bien il faut quand même réaliser la réalité que c'est ce genre d'école, c'est qu'on se sent très seul en tant que femme. C'est-à-dire quand on est parmi les 4 femmes d'une promo de 45 élèves, eh ben ça pèse un peu aussi. Donc déjà de pouvoir passer en licence mathématiques, ça a été un grand soulagement. Déjà parce que le rythme était vachement moins soutenu, mais aussi parce que on se sentait vachement moins seul. Mais ça c'est un autre sujet. Mais je pense qu'on peut relater avec les études de jeux vidéo où c'est un peu la même chose. En général, on arrive, on fait « Oh, les copines elles sont là !» Mais oui, essentiellement, je me suis dit, en fait, non, ingénieur, ça m'intéresse pas, qu'est-ce que je fais ici? Donc du coup, au final, si je comprends bien, c'était pas tout à fait une vocation de travailler dans le jeu vidéo et dans le jeu de rôle, voire pas du tout. Et puis tu y es arrivée en passant par finalement les petites portes pour te retrouver directrice artistique. Donc c'est un super parcours. Et alors, question suivante, est-ce que tu as des projets, notamment sur lesquels tu as travaillé, alors projets au sens large, qui t'ont marqué plus que d'autres dans ta carrière? Je pense que là, en l'occurrence, j'ai beau travailler à mon poste depuis 3 ans, le temps de production d'un seul et même jeu peut prendre tellement de temps qu'en fait, le livre sur lequel j'ai bossé quasiment de A à Z sur les illustrations qui sont dans le livre va bientôt arriver à complétion. Donc si je devais en citer un, ce serait celui-là, parce que celui-là, vraiment, je l'ai suivi du début à la fin. C'est pas, je suis arrivée en cours de route et j'ai récupéré ceux qui étaient en train de terminer. C'est pas un de ceux qui vient à peine de commencer. Il y en a un sur lequel j'ai vraiment travaillé en entier. Celui-là, il m'a particulièrement marqué parce que vraiment, j'ai encadré toutes les équipes artistiques qui ont travaillé sur le projet. Et du coup, c'est un peu mon bébé et j'ai hâte qu'on puisse en parler, je pense, très bientôt, en fait. Donc, volontairement, je ne donne pas le nom.
Est-ce que tu peux nous donner un indice? Parce que les gens, ils imaginent toujours que le dessin et que les côtés graphiques, ça va très très vite, sur le nombre d'heures que ça prend. Parce que j'imagine aussi que c'est l'aboutissement de centaines d'heures de travail, en fait, et que les gens s'en rendent pas forcément compte. Oh là là, un nombre d'heures. Je pense que m'occuper de tout ça, sachant qu'en fait, je porte aussi plusieurs casquettes dans mon studio parce que c'est un studio, comme j'ai dit, de jeux de rôle, c'est assez niche, assez rare en France. Je pense que ça occupe bien 25 heures par semaine, purement dédiées à la DA toutes les semaines. C'est beaucoup d'énergie. Sans compter les tâches administratives, etc. Évidemment, je parle de la partie DA pure. Et pour revenir un petit peu sur la partie se sentir seule dans l'industrie du jeu vidéo quand on est une femme, Ouais. on a pu voir que tu étais vraiment engagée notamment contre le sexisme, le cyberharcèlement, la représentation des femmes dans le milieu du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Je peux, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en fait, pour moi, c'est des choses qui sont juste, qui ont été un peu naturelles pour moi parce que justement, hein, le constat de waouh, dans les métiers soit du jeu vidéo, soit, enfin, des sciences, etc., les femmes elles sont là, hein, mais elles sont presque invisibilisées. Il y en a très peu, on leur donne très peu la parole. C'est quand même vachement dommage. J'ai une mère qui est un petit peu féministe aussi sur les bords, donc ça a beaucoup aidé dans ma manière de voir les choses, hein, très clairement. Et j'ai aussi énormément d'amis qui sont queer. Et je me suis déjà battue plusieurs fois aussi en tant qu'alliée pour les soutenir. Et ça a été tout naturellement en fait que lorsque je me suis mise à bosser en freelance dans le jeu vidéo, j'ai rejoint notamment l'association Women in Games France, qui est une association qui donc du coup justement donne beaucoup aux femmes, qui essaie aux femmes et aux personnes de genre marginalisées, qui essaie de leur donner vraiment toutes les armes possibles pour pouvoir se faire elles et eux aussi une place dans le secteur du jeu vidéo. Et j'ai rejoint leur équipe pour participer notamment à l'organisation en tant que freelance de conférences et d'ateliers. Donc ça, c'est quelque chose que je fais en freelance avec l'association. Et sinon, juste donner de la visibilité aux autres femmes de l'industrie, ça passe aussi en participant à d'autres événements féministes, etc. Pour soit, on va dire... c'est horrible parce que j'ai les termes qui me viennent en anglais et je cherche désespérément mes mots en français. Tu peux les sortir en anglais, on fera la traduction plus tard. Raise awareness. On mettra un petit sous-titre. Comment dire Élever la conscience, entre guillemets. Oui, élever la conscience, voilà, sur les questions du cyberharcèlement ou sur la question des violences sexistes et sexuelles, etc., que les femmes peuvent subir. Tout ça grâce aux médias du jeu vidéo. Je dis ça parce que j'ai participé notamment à l'événement État Cause en 2023, où justement là l'intérêt c'était un événement caritatif sur Twitch où l'intérêt était de lever des fonds pour le planning familial, pour justement dans ce cadre-là de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, etc. Et pas que du coup avec le planning familial. Mais donc ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi et j'essaie régulièrement de le faire valoir par mes actions, soit en participant à ce genre d'événements, soit en soutenant d'autres associations qui luttent contre ça, quoi. Le but, c'est aussi de faire venir plus de femmes dans les vidéos. Exactement. Et de les rendre visibles sur Twitch parce que beaucoup de gens ne le savent pas forcément. Il y a des gros événements qui sont très médiatisés, etc. Mais il y a plein de petites mains qui se battent dans l'ombre et qui méritent beaucoup de visibilité pour faire vivre plein d'associations qui sont tout aussi dépendantes de fonds et qu'on voit aussi moins au quotidien, quoi. Absolument. Et en lien un petit peu avec ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur ou que tu voudrais nous partager dans l'ensemble de ton parcours ou peut-être revenir dessus Alors, c'est pas en lien particulièrement avec ça, mais s'il y a quelque chose que j'aimerais, qui me tient à cœur, que j'aimerais partager, ce serait pour toutes les personnes qui veulent intégrer le secteur du jeu vidéo. Ça peut faire peur, surtout avec le contexte actuel et tous les licenciements qu'on a pu voir récemment, etc. Donc, c'est vraiment pas facile. C'est un secteur qui est effectivement pas facile d'intégrer, mais il faut surtout pas abandonner, en fait. Je pense que s'il y a vraiment un message que je devais faire passer, quitte à ce que ce soit le message de cette interview, ce serait ça. Il faut jamais vraiment abandonner. Il faut se donner les moyens, très clairement, mais faut jamais abandonner. Et se donner les moyens, c'est pas forcément des moyens financiers, mais c'est réseauter, se renseigner, ne jamais hésiter à demander de l'aide aux personnes qui travaillent déjà dans l'industrie, se rapprocher des associations justement qui permettent de faire levier, enfin un tremplin en tout cas, dans ce genre d'industrie. Surtout qu'aujourd'hui, il y a l'avantage d'en avoir plein aussi pour les personnes issues de minorités, parce qu'on a tendance à les voir un peu moins, mais ces associations-là, elles existent et elles soutiennent aussi. Donc voilà, moi j'ai des étudiants, je leur en parle aussi régulièrement. On essaye de faire en sorte que ça fasse moins peur et que ce soit plus sain comme climat. C'est vrai.
Et bien du coup, pour en finir sur cette petite session du parcours, on va passer peut-être à des questions un petit peu plus détaillées en fonction de ce que tu nous as un peu dit, des choses sur lesquelles on a envie de rebondir. Moi, j'ai une question. En tant que directrice aussi artistique, comment se passe la collaboration avec les autres corps de métier? C'est-à-dire, comment ça se passe quand on est directeur artistique, mais aussi peut-être, est-ce qu'en tant que, en tant que femme, tu as eu des choses plus difficiles, justement, parce qu'en tant que directrice, c'est plus compliqué sur certains points. Tu peux dire non, hein, ça, c'est possible aussi. Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi, faut dire ce qu'il y est. Mais je n'ai jamais eu de problème par rapport à mon genre, mais je pense aussi que c'est parce que je suis toujours tombée avec des collaboratrices pour qui ce n'était pas un problème, plutôt accueillant et safe de manière générale. Donc de ce point de vue-là, absolument aucun problème. Très contente de ce point de vue-là. Et sinon, comment se passe la collaboration avec les autres corps de métier? Autant quand j'étais chef de produit dans le textile, c'est vraiment un métier pivot, c'est-à-dire que c'est vraiment chef de projet en fait, plus que de produit, et on intervient avec tous les différents départements. En tant que directrice artistique, c'est peut-être vachement moins le cas, c'est-à-dire que la partie logistique, personnellement, voilà quoi, ça va. Je vais pas trop avoir besoin d'être en contact avec eux, mais ça reste des postes où en fait on est quand même un engrenage dans une grande machine, donc on dépend forcément des autres départements. Donc moi, par exemple, les équipes avec qui je suis le plus en contact, ça va être les équipes plus éditoriales, dans mon cas précis de l'édition de jeux de rôle papier. Donc je vais énormément dépendre des personnes qui vont faire les textes, tout simplement. Après, lorsqu'on regarde dans l'industrie du jeu vidéo, généralement, vous avez un producteur qui va un petit peu encadrer tout ça. Et la partie direction artistique, forcément passer va dépendre du planning, on va dire, du producteur, et va aussi dépendre évidemment de toutes les équipes, on va dire, pas forcément narrative designer, mais toute la partie design, en tout cas game design, très clairement. Et puis ça encore plus lorsque l'on est dans la partie artistique du jeu vidéo, que si vous commencez à penser votre personnage en 3D, vous allez avoir des contraintes techniques pour que vos collègues ensuite qui vont intégrer vos personnages et vos assets dans le jeu puissent éviter d'être en PLS parce que le jeu est trop gourmand ou ce genre de détails, quoi. Alors c'est sûr que du coup, d'un point de vue jeu de rôle papier, c'est beaucoup moins demandant en termes d'interaction avec les autres corps de métier, mais il y a tout ce genre de petits éléments à prendre en compte. Donc globalement, tu travailles quand même avec beaucoup d'autres corps de métier. Oui. Ok. Et du coup, t'as pu être en freelance, de ce que tu nous as dit. Comment ça se passe en freelance? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, du coup, avec la collaboration entre ton travail et celui des autres? Si on parle avantages, inconvénients ou pas en tant que freelance, lorsqu'on parle de comment s'intégrer dans une machine avec d'autres collaboratrices, dans mon cas bien précis, on va dire concept artiste, on intervient en amont. On n'a pas grand monde à qui s'adresser. Donc, on est là pour donner des designs, donner des idées, essayer de se rapprocher au plus de l'idée initiale du client. Et on a très peu de personnes avec qui on est en contact, d'expérience en tout cas. Souvent, un directeur artistique, justement, qui va s'occuper d'essayer de traduire dans son pitch le maximum les intentions de l'intégralité de l'équipe pour justement centraliser tous les échanges. Ce n'est pas particulièrement gênant, je pense, tant que le pitch est clair et que la mission est claire pour l'artiste. C'est pas tant un souci. Je sais pas si ça répond à la question, du coup. Oui, totalement. Et moi, du coup, j'aurais une question parce que tu parles pas mal du rapport aux maisons d'édition. Du coup, ce sont pas des maisons d'édition de jeux vidéo, ou alors peut-être certaines font les mêmes choses, je sais pas. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est une maison d'édition de jeux de rôle, en fait? Comment ça se passe? Alors, honnêtement, c'est difficile. C'est difficile de répondre à la question pour moi parce que j'ai pas encore totalement tout bien saisi les différences. Surtout que le studio pour lequel je travaille, on préfère dire que l'on est un studio de création parce que on crée nos jeux. C'est-à-dire, ce sont nos jeux qu'on crée et qu'on édite, qu'on publie nous-mêmes, alors qu'une maison d'édition, elle va être plus open à recevoir des projets de jeux de la part de d'autres personnes et ensuite s'occuper justement de les éditer, de les publier, etc. Et c'est vrai que les maisons d'édition dans le jeu de rôle et dans le jeu vidéo, c'est pas la même chose du tout. Donc je comprends que ça puisse être ça puisse porter à confusion, mais normalement, donc une maison d'édition de jeux de rôle doit être capable de porter un projet à la publication. Elles sont pas forcément autrices des 10 jeux, si ça peut faire sens. Et donc, globalement, ça va être quoi les grandes différences entre la conception d'un jeu vidéo et d'un jeu de rôle? J'imagine qu'il y a des choses qui se rapprochent, mais il doit y avoir quand même pas mal de points qui sont pas les mêmes.
Alors, c'est pas les mêmes corps de métier en vrai, donc je saurais pas trop comment répondre. C'est compliqué. Pour moi, c'est tellement différent. Il y a un petit peu, on va dire, des bases communes, mais c'est tellement différent que j'aurais du mal à répondre sans dire tout, en fait. Je sais pas si je dois dire un cut, mais là, vraiment, je saurais pas répondre vraiment à la Il y a aucun souci. Eh ben, ça me permet de rebondir peut-être que est-ce que ce sont les mêmes publics en fait finalement qui vont aller chercher le jeu de rôle et le jeu vidéo? Peut-être ça pourrait éclaircir. Est-ce que ce sont les mêmes publics? Eh bien, c'est une excellente question. Vraisemblablement qu'on saura ça très bientôt, j'en sais rien. Pour moi, en fait, il doit y avoir quand même des publics qui s'entrecoupent, mais les joueurs de jeux de rôle sur table et les joueurs de jeux vidéo sont pas, enfin, sensiblement les mêmes. En fait, j'ai pas d'études pour pouvoir répondre à la question. Ce serait très intéressant de voir si on pouvait trouver des chiffres, mais c'est difficile à dire. Parce que tout simplement, je pense pas que ce soit forcément les mêmes, que vous allez forcément avoir des fans de jeux de rôle, de jeux vidéo, qui sont aussi fans de jeux de rôle dans la vraie vie. Enfin, j'ai pas de chiffres en fait, donc ça va être compliqué de vous dire ça. Alors, en vrai, j'aimerais vraiment répondre à la question, et c'est une question qui est super intéressante, mais en vrai, j'ai pas les chiffres, et je pense que c'est pas forcément la même audience. Eh ben, on fait appel aux gens qui nous écoutent. Si jamais vous avez envie de faire une étude, apprendre. Ça serait bien. Alors, qu'est-ce que toi, personnellement, tu préfères créer parce que tu as pu, du coup, travailler sur plein de domaines différents. Est-ce qu'il y en a un qui te tient plus à cœur que les autres, vraiment, qui est ton préféré, quoi? Alors moi, il y a un truc que j'adore faire de manière générale, et ça, c'est pas forcément par rapport à un point de vue, par rapport à mon métier, mais vraiment ce que j'adore faire en illustration, etc., et de manière artistique, c'est développer un univers à travers les costumes. Là, je remonte à ma passion pour la mode, à mes expériences en tant que concept artiste de costumes pour le jeu et pour l'animation. C'est-à-dire vraiment s'imprégner de ce que sont les inspirations de l'univers pour se dire, OK, qu'est-ce que le personnage pourrait bel et bien porter dans cet univers-là? Où est-ce que je vais aller chercher mes inspirations, que ce soit historiques ou culturelles, dans les vêtements? Quel type de technique ils avaient pour traiter les tissus dans cet univers-là bien précisément? Est-ce que les personnages portent du cuir ou est-ce que pas du tout? Quel type de matériaux peuvent être utilisés? Ensuite, d'un point de vue culturel, quel type de motifs? Bref, c'est quelque chose qui me passionne en fait, et j'adore faire des moodboards et ensuite faire des tests, faire plein de sketchs de différents types de tenues possibles, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et cette passion pour les costumes, les vêtements, elle te vient d'où? Je pense que c'est d'avoir vu, d'avoir été baigné, voilà, dans ce milieu avec toutes mes amies créatrices de vêtements, d'avoir appris à coudre moi-même, vraiment une passion pour le toucher du textile, etc., qui influence un peu tout là en fait, tout simplement. Pas un souvenir dans une vieille malle de grand-mère au grenier où t'as tiré des robes et des photos. Alors, je me rappelle avoir essayé de faire des vêtements pour mes poupées chez ma grand-mère, mais les premiers tests n'étaient pas très concluants. J'ai très vite compris qu'en fait un carré de tissu ne faisait pas une jupe. Ça arrive très vite à cette conclusion. D'où le ne jamais abandonner. Ah oui, oui. J'ai aussi une autre question par rapport à ton métier. Finalement, il y a aussi beaucoup de RH. Est-ce que tu as été formé à ça à un moment, ou est-ce que tu as appris un peu sur le tas? Parce que j'imagine que c'est pas la partie la plus simple de ce que tu fais, communiquer avec tout le monde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai un peu appris sur le tard, c'est vrai, mais après, j'ai quand même fait un master, du coup, en marketing et management, donc il y avait toute une partie management d'équipe, même si c'était pas forcément, du coup, une formation RH. Et j'ai déjà fait, en tout cas de mon cursus professionnel, j'ai déjà eu des formations aussi sur la communication, sur comment animer des séminaires, etc., maintenir, on va dire, l'attention des équipes, et aussi comment communiquer avec les équipes, comment communiquer les informations en interne. Donc, ce sont des petites formations soft skills, on va dire, qui se sont accumulées, qui font que, globalement, en tout cas, le courant passe bien avec les artistes, et c'est le principal. Mais oui, voilà, je pense que c'était plutôt comme ça, pas de formation à proprement parler, mais des soft skills en communication interne, on va dire, oui. Eh ben, je pense que c'est pas mal pour cette partie un peu plus détaillée. Est-ce que tu as éventuellement des recommandations à nous faire, puisque tu nous as dit que finalement ton métier c'était beaucoup de recherche, donc est-ce que tu as des livres, des jeux vidéo, des recherches, quelque chose qui t'a particulièrement plu et marqué dans les derniers mois, les dernières années, et que tu aurais bien aimé mettre en avant? Alors moi, c'est un peu compliqué parce que à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, mon cerveau devient vide. Mais du coup, je peux recommander les derniers trucs que j'ai vus, éventuellement, ça peut être pas mal. C'est toujours sympa de faire des expos.
assez régulièrement. Déjà, ça nourrit un petit peu son imaginaire et ça permet de se renouveler aussi créativement. Moi, j'étais allée voir l'exposition sur Mucha à Aix-en-Provence. Je suis grande fan de Mucha, donc ça a été très, très apprécié. Je sais plus si c'est encore en cours, mais très belle exposition. En termes de jeux, je viens de finir Chains of Scénar, et si vous aimez les jeux qui vous triturent les méninges, si vous aimez Excel, si vous aimez les maths, non pas du tout, mais c'est un excellent jeu. Et des recommandations, il y en aurait plusieurs. Non, je suis désolée, là je bug un peu, je suis pas inspirée, j'ai du mal avec ça. C'est pas grave. Et si tu n'as pas forcément de recommandations, tu peux au moins peut-être nous dire un peu quels sont tes prochains objectifs, projets, que ce soit perso, pro, tout ce qui te passe par la tête et que tu as envie de nous partager. Prochain objectif, projet, déjà réussir les lancements de nos prochains jeux, ce sera bien. On a mis beaucoup d'énergie dans nos jeux actuels, donc voilà. Nos prochains projets, on a beaucoup. Alors, le problème, c'est que voilà, le prochain projet est difficile de vous en parler parce que je suis sous NDA surtout en fait. Donc, disons que mon studio a plein de prochains projets sur lesquels je suis super emballée, sur lesquels on se diversifie énormément. C'est-à-dire que on va avoir des jeux de rôle qui sont des adaptations. Je ne dis pas de quoi, mais ça veut dire qu'on a un univers de base et qu'il va falloir l'adapter en jeu de rôle. Et ça c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi super enrichissant. On va dire que la partie au moins de recherche est déjà faite, mais c'est un challenge. C'est un sacré challenge. Ensuite, il va y avoir des jeux que nous on a fait qui vont être adaptés sous d'autres formats. Ça aussi, ça va être un challenge aussi, de pouvoir passer dans le transmédia et développer les univers de nos jeux qui existent déjà sur d'autres supports. Donc, je reste énormément dans le flou, mais ce sont nos prochains projets et je suis très emballée à l'idée de voir ce que ça va donner. De gros challenges, donc en perspective. J'ai une autre question. On sait que travailler, ça peut être très prenant. Est-ce que tu as des hobbies ou des passions en dehors de ce que tu fais actuellement que tu as envie de nous partager? Je suis incroyablement ennuyeuse à ce niveau-là, c'est-à-dire que mes hobbies sont un peu mon métier. Donc, c'est-à-dire que mes hobbies, quand je termine mon boulot, c'est de dessiner, évidemment, ou de jouer à des jeux vidéo, énormément. Et puis sinon... Mais c'est déjà pas mal de pouvoir jouer. Oui, non. Beaucoup de gens c'est déjà pas mal, mine de rien. Il fut un temps, c'était le cosplay aussi, mais ça fait un moment que j'en ai plus fait, donc je ne le compte plus vraiment. Ce qui reste très cool. Et alors, peut-être tu nous as parlé de persévérance, mais est-ce que tu aurais un autre conseil pour les gens qui voudraient du coup intégrer le monde du jeu de rôle papier? Par quelle petite porte on peut accéder? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait des études dedans? Est-ce qu'on peut aussi être autodidacte? Alors non, je pense que même des fois pour le jeu vidéo aussi, je le pense, vous pouvez bien évidemment être autodidacte. Bien évidemment. Je sais que d'un point de vue artistique de la chose, je vais plus me fier à un portfolio que me fier forcément à l'école. Donc moi, ce que je vais chercher, ça va être des compétences en illustration dans le jeu de rôle papier. À voir aussi pour le jeu vidéo si c'est la même chose, se renseigner. Il faut surtout pas avoir peur de venir d'une autre industrie. C'est ça que je veux dire. Savoir que l'on vient d'une autre industrie, c'est pas forcément une faiblesse. Moi, selon moi, ça peut aussi être une force parce qu'on apporte une véritable nouvelle proposition à la table. Et c'est important d'arriver à y voir sa propre qualité et à savoir aussi l'utiliser dans son changement, par exemple, d'industrie. Si c'est quelqu'un qui veut se réorienter dans le jeu vidéo après avoir été dans une autre industrie, il faut savoir tirer vos forces de vos expériences passées et pas les voir forcément comme un fardeau. Et c'est un magnifique discours. Et écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour cette conversation. Je sais pas si tu as un petit mot pour la fin que tu avais envie de dire ou... Alors là, un peu pris de court. Je ne sais pas. Continuez comme ça. Toujours persévérer alors. Oui. Et en tout cas, merci. C'était très sympa, cette petite conversation. C'était très sympa. Merci beaucoup. Merci à toi de donner du temps. Et on adore toujours recevoir des gens dans Behind the Games qui nous changent un peu les idées, qui nous mettent du positif dans les parties. Toujours aussi passionnant. Toujours aussi passionnant. Un grand merci à Long Game Dev pour l'aide apportée, ainsi qu'à Clémence, bien sûr, la co-animatrice. Et sans oublier notre super équipe qui est derrière tout ce podcast. C'était Behind the Game. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.